Well, how do I scroll through my list of artists? How do I do this? I just take my finger and I scroll. That's it. Fait une vidéo sur Apple. C'est un commentaire que j'ai beaucoup lu sous mes vidéos depuis le début de la chaîne, et c'est pas pour rien, hein, c'est une des marques les plus appréciées et détestées, et ça c'est grâce à Steve Gros Cerveau Jobs. Le discours de la marque en elle-même, la particularité de ses produits, ses prix inexplicables, sa communauté de fans qui campent devant ce qui ressemble à des magasins de luxe. À qui on doit ça ? Steve Jobs, le dieu. Regardez, c'est des images de gens qui se recueillent devant un Apple Store à sa mort. Il s'est vraiment passé des choses comme ça dans notre monde, si. Vous pouvez l'admirer, vous pouvez le dénigrer, mais vous ne pouvez pas l'ignorer. Et comme seuls ceux qui sont assez fous pour croire qu'ils peuvent changer le monde y parviennent, on va aujourd'hui découvrir comment la marque Apple a bâti son succès sur un élitisme qui n'est autre que le reflet de la vision du monde dangereuse et dérangée de Steve Jobs, Gros Cerveau. Avant de développer ce que Steve Jobs a insufflé dans Apple, c'est important de comprendre le personnage, comme on dit. Ouais. Le point le plus important autour duquel tout tourne, c'est sa vision extrêmement binaire du monde. Tout est blanc ou noir, en gros. Il y a seulement deux catégories de personnes. Les gens intelligents et éveillés qui ont compris Steve Jobs et qui font donc partie d'une élite, selon sa perception, et les demeurés qui ne se posent aucune question et qui composent le reste des gens. Il était difficile de travailler sous les ordres de Steve parce qu'il existait une polarité très forte entre les dieux et les crétins. Bill Atkinson, l'un des premiers employé d'Apple. Mais surtout, il se considère comme le guide des éveillés qui va composer ses employés et les clients d'Apple, prêts à combattre l'ennemi, qu'il soit IBM, Microsoft ou Android, selon l'époque. Pour Steve, seules quelques personnes par siècle naissent avec quelque chose en plus que les autres. Des gens comme Einstein ou Gandhi. Et Steve se compte dans le lot. Une fois, il a même dit, très sérieusement, qu'il se considérait comme un être élu et éclairé. Andy Hertzfeld, programmeur membre de la première équipe de concepteurs du Macintosh. Jobs a vécu toute sa vie comme s'il n'était pas soumis aux mêmes règles que les autres, ni à la même réalité. Walter Isaacson, biographe de Steve Jobs. Et cette fameuse réalité, selon Steve Jobs, il avait apparemment une grande capacité à la faire voir aux autres. Ça porte un nom, ça s'appelle le champ de distorsion de la réalité. Il y a même une page Wikipédia dédiée. Désigne l'effet que le fondateur d'Apple, Steve Jobs, a sur les personnes qu'il côtoie, employés, clients, fournisseurs ou journalistes, qui leur fait voir la réalité avec les yeux de Jobs, leur faisant croire à ce qu'il faisait et leur faisant abattre des montagnes de travail pour mener le projet à bien. La plupart des personnes sont conscientes de l'effet mais ne peuvent lutter contre et finissent par l'accepter. Les effets du charisme de Jobs s'estompant lorsque celui-ci s'éloigne. Ah ok, moi j'aurais dit que c'était juste du harcèlement, mais je dois pas être assez entrepreneur pour comprendre, je pense. Mais attention, faut pas croire que ça s'est toujours bien passé pour Steve Jobs en étant un connard. En 1985, il se fait dégager d'Apple parce que ça se passe pas comme je veux. Le problème, c'est qu'après ça, Apple décline d'année en année, c'est la merde. Et oui, chez Apple, on ne cesse de parler de cette prophétie qu'ils ont lue dans les codes, celle du Messie qui reviendrait pour tous les sauver. Et de son côté, Steve, il lâche des trucs dans les médias, genre malheureusement, les gens ne se révoltent pas contre Microsoft, ils ne se rendent pas compte. Vous savez, j'ai un plan qui pourrait sauver Apple, mais je ne peux pas en dire plus. Mais c'est le produit parfait et la stratégie parfaite pour sauver Apple. Mais là-bas, personne ne m'écoutera. Le secteur de l'ordinateur personnel est mort. Il n'y a pratiquement aucune innovation. Microsoft domine en innovant très peu. C'est terminé. Apple a perdu. Le marché du PC est entré dans une période noire qui... Oh là là, mais qu'est-ce qui chiale! Bon, du coup, en 1997, les gens d'Apple vont le rechercher en mode bon, on t'aime pas, t'es vraiment bizarre, mais on sait plus trop quoi faire, viens tester, sauver Apple là et tout. Et donc, après 12 ans d'absence, le grand Steve Jobs revient chez Apple. Regardez-le comme il est content. Interesting feeling. Et c'est pas tout, il y a également Microsoft qui va donner à Apple 150 millions pour se relever. Et alors là, Steve Jobs, il revient et ils ont fait ça. Mais quelle bande de cons, pourquoi ils ont fait ça? Bon alors par contre, rien à voir avec tout ça, les gars. Juste petite réunion. Alors écoutez-moi, notre ennemi, c'est Microsoft, d'accord? Alors personne comprend rien, c'est le bordel, mais lui, il sait qu'il a plein pouvoir maintenant, bah oui. Alors il dit oui, non, j'ai pas d'idée de produit, mais par contre, on va faire une pub dans laquelle on dit que je suis un dieu. Et c'est là que démarre le début de Apple tel qu'on le connaît aujourd'hui, c'est à ce moment-là.
Une bonne façon de diviser, c'est déjà de le faire sur ce en quoi nous croyons en tant qu'individus. Et Steve a bien compris l'importance d'insuffler des valeurs fortes dans la communication d'Apple. Marketing's about values. On le voit bien dans la publicité de 1984, une pub qui disait en gros oui, si vous achetez chez le leader du marché, c'est quand même vachement comme tout le monde, vous êtes un peu des moutons, du coup achetez plutôt chez nous parce que c'est différent et vous serez pas des moutons. Mais attends, ça veut dire que si Steve Jobs était encore en vie aujourd'hui... Donc il a une vision, mais il a besoin de temps pour la réaliser. Donc il va communiquer cette vision aux gens et les inviter à le suivre. Et il fait appel à la même agence que celle qui avait fait la pub 1984. Pour celle-ci en 97. Je vous traduis cette publicité, hein. Les fous, les rebelles, les anticonformistes, les dissidents, tous ceux qui voient les choses différemment, qui ne respectent pas les règles. Vous pouvez les admirer, ou les désapprouver, les glorifier, ou les dénigrer. Mais vous ne pouvez pas les ignorer, car ils changent les choses. Ils inventent, ils imaginent, ils explorent, ils créent, ils inspirent. Ils font avancer l'humanité. Là où certains ne voient que folie, nous voyons du génie. Car seuls ceux qui sont assez fous pour penser qu'ils peuvent changer le monde y parviennent. Penser différent. J'en avais déjà parlé dans une ancienne vidéo, mais ici Apple reprend une stratégie similaire à celle de Volkswagen 40 ans plus tôt. Quand Volkswagen dit de penser petit, il invite à épouser toute la philosophie à contre-courant de ses concurrents de l'époque, puisque le statu quo était de think big. Quand Apple dit think different, c'est exactement pareil. Penser différent, c'est aussi rejeter le statu quo. Sa fameuse vision se rapproche plutôt du concept de destruction créatrice, une expression associée à l'économiste Joseph Schumpeter pour désigner une innovation qui bouleverse le marché, qui fait disparaître des secteurs d'activité et en crée de nouveaux. Comme disait Steve Jobs, pour moi, l'entreprise est l'une des plus incroyables inventions de l'humanité. Une fois de temps en temps, un produit révolutionnaire arrive et change tout. Vous avez beaucoup de chance si vous avez l'occasion de travailler pour un de ces produits au cours de votre carrière. On va réinventer le téléphone. Oh waouh! Donc la campagne Think Different est dans la continuité de la campagne de 84, c'est Apple qui dit on veut commercialiser quelque chose de différent que notre ennemi, qui est le leader du marché. Ça permet de rassembler, d'engager les gens face à un ennemi commun, j'en avais aussi déjà parlé dans une ancienne vidéo. Sauf que la particularité ici de cette publicité de 97, c'est qu'on s'intéresse pas aux méchants, mais plutôt aux gentils. J'ai des tout petits yeux suspicieux. On souligne moins le problème, on s'intéresse plus à la solution et au guide qui va y amener. Oui, je parle de... Steve. D'ailleurs, il a demandé une version de cette pub avec sa propre voix. Because the people who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do. Those people that are crazy enough to think they can change the world are the ones that actually do. Voilà, et en bonus, si vous voulez une info vraiment secrète, il se en se regardant dans le miroir. J'ai pas de preuves, mais je le sais. Bref, maintenant que sa doctrine est posée et adoptée, il est prêt à sortir l'iMac. Et là commence vraiment à se dessiner le truc. Il y a deux types de personnes selon Steve. Ceux qui utilisent l'iMac, les éveillés, et ceux qui ne l'utilisent pas, les pauvres merdes là. Mais comme Steve Jobs est bon et miséricordieux, il pardonne aux pauvres merdes et les invite à se convertir. Au travers de la campagne de Switcher en 2002 qui présente des personnalités qui expliquent pourquoi elles ont switché de pauvres merdes à éveillés, de PC à Mac. Suivi en 2006 par la campagne pauvre merde versus éveillé, PC versus Mac, et voilà comment Steve Jobs divise déjà la population, et tout ça rien qu'au travers de publicité. Maintenant, voyons comment il le fait avec le prix et le lieu de vente. Une façon bien connue de diviser les gens, c'est de le faire sur base de leur thune. C'est pour ça que Steve a importé tous les leviers de l'industrie du luxe dans le monde de la tech. Et l'élément le plus important dans tout ça, c'est un prix trop élevé. Oui, comment est-ce qu'on vend des trucs aux riches? En leur disant que c'est cher. Si, je suis désolé, si. Ça repose sur l'effet Veblen ou effet de snobisme mis en évidence par l'économiste et sociologue Thorstein Veblen. C'est l'idée que passé un certain prix, on veut davantage un produit. Alors ça marche pas sur tout le monde, mais justement c'est tout le principe. Passé un certain prix, un produit cible les gens qui se disent je veux le posséder parce que d'autres gens ne peuvent pas l'avoir. Qu'est-ce qu'il faut de plus que des éditions limitées Gold pour que ça soit évident? Alors c'est un peu vieux, ça date de 2014, mais regardez cette carte de New York. Les points rouges, c'est les gens qui ont tweeté via un iPhone. Ici c'est Manhattan, le coin le plus riche, et là c'est les banlieues les plus modestes. On peut faire la même chose avec le centre de San Francisco qui a un loyer très cher en comparaison avec les alentours. Bref, le prix de l'iPhone le fait matcher avec une certaine population. Alors bien sûr, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas que les riches qui sont possesseurs d'iPhone. Vu que finalement les mécanismes qui font acheter les iPhones aux riches, ils fonctionnent tout aussi bien, voire mieux sur des personnes voulant être riches. Enfin, voulant le faire croire quoi. La consommation ostentatoire est une consommation destinée soit à mettre en évidence son statut social ou son mode de vie, soit à faire croire aux autres que l'on possède ce statut social ou mode de vie. Mais ne vous inquiétez pas, il y a un moyen de différencier les intrus selon Kitty Yarrow, une psychologue spécialisée
spécialisé dans les comportements du consommateur. Ce qui distingue un riche possesseur d'iPhone d'un pauvre possesseur d'iPhone, c'est la coque. Les riches possesseurs d'iPhone, ils peuvent dire par l'absence de coque, je ne me préoccupe pas de ce qui peut arriver à mon téléphone, en cas de problème, j'en rachète un. Et tout ce principe, il est cristallisé au travers des Apple Store. Au début des années 2000, alors que toutes les entreprises se posent des questions sur la vente de produits en ligne, Steve, qui think different, veut des magasins physiques dédiés, et ça n'existe pas vraiment dans le secteur de la tech. Alors l'impulsion, elle vient d'abord de l'envie de contrôle de Steve. C'est lui qui voulait un lieu dédié, avec des gens dédiés à ça, voilà, de manière à rendre honneur aux produits Apple, et ça s'emboîte parfaitement avec une stratégie de luxe. Donc Steve, voilà, il s'offre des petites vacances en France, en Italie, il se balade dans des boutiques de vêtements luxe pour les copier, et hop, voilà, on a des lieux qui disent aux non méritants, tu n'es pas le bienvenu, et qui permettent aux plus méritants à se dévouer à Steve Jobs, de camper devant ces lieux pour posséder les produits avant tout le monde. C'est un cran au-dessus, c'est plus l'avoir parce qu'on sait l'acheter et que les autres ne peuvent pas, mais parce qu'on s'est investi pour le posséder parmi les premiers au monde. Et ça nous emmène à la division par l'engagement, ou devrais-je dire la division par l'amour envers les produits, ou devrais-je dire les œuvres de Steve Jobs. Allez, la suite, putain de merde. Ah oui, pardon, non, avant de vous faire l'honneur de parler des produits Apple, est-ce que vous pourriez me faire l'honneur de vous abonner à cette chaîne, voilà, d'activer la cloche peut-être ? Ça, c'est gentil. Steve Jobs, il disait se situer au carrefour entre l'art et l'entrepreneuriat. Alors je sais pas où est cet endroit, mais pitié, je veux pas y aller. C'est assez marrant de parler d'art quand on sait qu'il piquait tout à tout le monde. Quand un employé proposait une idée à Steve, genre il l'insultait, tout simplement, il l'insultait, puis il revenait le lendemain auprès de cet employé et il disait voilà, j'ai trouvé une putain d'idée là, et lui il redisait la même idée en fait que l'employé lui avait dit le jour avant. Et là l'employé était juste obligé de le féliciter, genre oh waouh, super patron, super idée. Mais qu'on le veuille ou non, les produits d'Apple ont quelque chose d'unique, quelque chose de particulier qui se passe au niveau de l'expérience utilisateur, une forme de simplicité qui résonne chez certains comme une évidence, et chez d'autres comme une aberration. Parce que qui dit simple dit faire des choix, et faire des choix ça divise, ce qui arrange bien Steve Jobs. Suivant notre appréciation des produits Apple, on est soit pour Steve Jobs, soit contre Steve Jobs, voilà, mais c'est tout, y a pas de non, y a pas d'entre-deux non. Et ceux qui aiment Apple entrent dans l'écosystème. Un écosystème est une communauté d'organismes en interaction, et c'est exactement sur cette idée que les produits Apple prennent tout leur sens. Une fois convaincu par un iPhone, on sera plus enclin à acheter un MacBook, un iMac, un iPad ou une Apple Watch. Tous ces produits verront leur utilisation et leurs possibilités décuplées par leur fascinante habilité à communiquer et à se compléter l'un l'autre, jusqu'à nous accompagner dans chacune des actions de notre quotidien et se rendre indispensables. Et c'est comme ça que l'on transforme l'utilisation de produits de technologie en un véritable mode de vie, celle de l'humain augmenté. Je sais pas pourquoi je fais ce ton, mais ça me fait marrer. L'écosystème Apple est souvent présenté sous la métaphore d'un jardin, dans lequel on est extrêmement bien, mais avec des clôtures tellement hautes qu'il est très difficile d'en sortir. Alors on veut tous les produits, et une fois qu'on possède tous les produits, on attend la keynote annuelle pour voir qu'est-ce qu'on pourra bientôt acheter de nouveau pour être à jour. Parce que pour rester dans cette élite, il faut le mériter. Il est impensable de posséder des produits Apple périmés de l'année dernière. Tragédie, tragédie, tragédie. Alors tout ça et tout ce qu'on a vu comme le prix et tout, ça divise les gens dans les discussions de la vie de tous les jours. Et le truc c'est qu'à force d'attaquer ou défendre Apple, ça va polariser les idées de ces deux camps. Les anti-Apple détestent les Apple addicts qui vouent un culte à un truc qu'ils détestent, qui n'ont pas compris qu'ils étaient complètement en train de se faire entuber, et donc c'est énervant pour eux. Les Apple addicts détestent les anti-Apple qui critiquent l'esprit Apple qui est pour eux un mode de vie. Et parce qu'ils n'ont pas compris le génie visionnaire de Steve Jobs, et ça c'est énervant pour eux. Et c'est comme ça qu'on renforce la tribu des Apple addicts, prêts à combattre l'ennemi, faisant d'eux de véritables ambassadeurs guerriers. En les faisant davantage aimer et s'enfermer dans Apple, à chaque fois que quelqu'un va les critiquer. Donc finalement les anti-Apple sont nécessaires, voire tout aussi importants que les Apple addicts dans la stratégie d'Apple. Et ce qui est fou, c'est que les anti-Apple sont aussi utilisables par les autres pour se faire de la thune, mais c'est horrible, mais ça ne s'arrête jamais. C'est le cas de Samsung qui a orienté pendant longtemps sa communication pour une cible anti-Apple, se moquant des utilisateurs Apple, des produits Apple, tout ça. Et c'est pas pour rien que maintenant Apple et Samsung s'échangent la première place depuis plusieurs années. Bref, c'est horrible, tout tourne autour d'Apple parce qu'Apple domine, parce qu'il a divisé pour régner. Toute sa stratégie qui repose sur le fait de diviser les gens et de destiner ses produits à une pseudo-élite définie de façon arbitraire sur base de la vision de Steve Jobs a réussi. Mais, 10 ans après la mort du gars, parce qu'il est mort, le gars est complètement mort, c'est dingue, il est complètement... il n'existe plus, quoi, tout simplement. Qu'est-ce qui reste de tout ça aujourd'hui ?
Comme on l'a vu, Apple est Steve Jobs. Si l'entreprise tient aujourd'hui, c'est parce que les fondations sont suffisamment solides. Hein. Les chiffres sont là, hein. Apple est une des plus grandes entreprises au monde, mais tout ce qu'a fait l'entreprise en 10 ans, c'est genre quoi, un iPhone en moins bien qu'on accroche au poignet, je sais pas. L'essentiel du chiffre d'affaires d'Apple aujourd'hui, c'est l'iPhone. Parce qu'il y a une nouvelle édition chaque année qui convainc encore de nombreux adeptes, même si les keynotes, on dirait maintenant des mauvais E3, c'est chelou. Les Apple addicts, les anti-Apple et tout ça, on dirait que c'est en train comme ça de se calmer, hein. C'est plus... On s'en branle un peu plus d'Apple quand c'est pas au centre des discussions, on s'en branle quoi. À l'écart de Steve Jobs, il semblerait que le fameux champ de distorsion de la réalité qui touchait l'humanité commence à s'estomper hein, au fur et à mesure des années. Mais il l'a fait, il a changé le monde. Enfin du moins il y a fortement contribué quoi. Le smartphone tel qu'on le connaît aujourd'hui, le portail entre nous et les réseaux sociaux qui rythment notre quotidien et qui définit fortement le fonctionnement de la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Oui, Steve Jobs a objectivement changé le monde, mais est-ce qu'il l'a amélioré? Bah ça dépend de la vision de chacun, ou plutôt de la situation de chacun. Oui, parce qu'apparemment le monde de Steve Jobs, il est pas pour tout le monde, et en plus c'est pas vraiment une question de choix. Mais si autant de gens lui font hommage devant les Apple Store, c'est qu'ils le considèrent qu'il a amélioré le monde, donc je dis sûrement des conneries. Steve Jobs a rejoint ses héros de la publicité Apple de 97. Il est avec Elon Musk, Jeff Bezos et Mark Zuckerberg. Voici les nouveaux modèles de l'humanité qui inspireront les futures générations. Enfin, ça a déjà commencé avec la glorification des enfants entrepreneurs aux États-Unis. Dans cette école, on apprend une fois par semaine les fondements du capitalisme à des élèves de 10 ans. Bon, au moins, on pourra pas dire que les enfants ne rêvent plus d'être astronautes. Steve Jobs parlait d'une étincelle qui poussait les gens à être poètes plutôt que banquiers. Malheureusement, il vaut mieux être banquier que poète pour se payer un iPhone. Bref, sur ce, moi j'en ai marre. J'arrête tout ça. Merci d'avoir suivi cette chaîne. C'était un créatif. Un gros bisou.